Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Regard croisé. Nous sommes en direct du salon Educatech Educatis et nous vous proposons tout au long de la journée des émissions autour du numérique et de la façon dont il prépare l'école d'aujourd'hui et de demain. Alors depuis hier, nous évoquons ces sujets avec des exemples français, mais il était aussi intéressant de se pencher sur les pratiques à l'international. Focus donc aujourd'hui sur des initiatives aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Israël, avec à travers les retours d'expérience de mes deux invités, Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de l'Étudiant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous par téléphone et à mes côtés en studio, Philippe Méraud, associé Copilote Partners. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Caroline Missire, vous êtes allée en Israël et aux États-Unis. Quelle est la place de l'éducation et du numérique dans ces pays ? Alors c'est difficile de résumer, de répondre de manière très courte à votre question, mais ce qui m'a frappée, notamment en Israël, c'est la vision politique de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation est associée à une forme d'excellence. On a des universités de très très haut niveau en Israël. Et puis vous savez aussi qu'en Israël, on parle de la Startup Nation, avec une start-up pour 2000 habitants. Ce qui est un ratio assez important. Et donc, on a cette idée que le numérique, et notamment la EdTech, va pouvoir contribuer à former des citoyens mieux instruits, plus entreprenants aussi. Et on a vraiment tout un fil de l'innovation dans le système éducatif, des petites classes jusqu'à l'université. Et puis ensuite, il y a le rôle très fort de l'armée, je pourrais y revenir, qui incite qui en tout cas donne aux jeunes des compétences qui peuvent les amener très vite à l'entrepreneuriat, le goût du risque, l'assertivité, un très fort goût de la compétition. Et tout ça crée une nation vraiment tournée vers l'innovation. Alors bien sûr, dans les domaines de la cybersécurité, de la médecine, où il y a énormément de start-up qui se développent, mais aussi dans l'éducation, avec une vision très politique. Et pour vous répondre sur la deuxième partie, pour les États-Unis, on est évidemment en face d'un pays qui a beaucoup d'avance par rapport à nous sur les EdTech, parce que ce qu'on appelle les GAFAM, donc les géants de l'Internet, comme Facebook, Google, ce que j'ai pu voir, c'est qu'évidemment, ils s'étaient lancés de manière très, très organisée et efficace sur le secteur de l'éducation. D'ailleurs, leurs outils sont utilisés en France dans les classes, non sans polémique d'ailleurs. Et ce qui m'a frappé aux États-Unis par rapport à ce que j'ai vu en Israël, c'est que la tech, comme le reste des secteurs technologie, est vraiment vu dans dans un projet très efficace en termes de marketing et de produits, avec des produits extrêmement bien pensés, extrêmement faciles à utiliser, et du coup extrêmement séduisants. Donc il y a vraiment une focalisation sur l'usage et sur l'usager, et puis un marketing extrêmement rodé. J'étais notamment frappée quand je suis allée chez LinkedIn Éducation de la puissance du marketing à l'américaine appliquée à l'éducation. Alors pour résumer, une vision très politique est vraiment liée à l'histoire et à la géopolitique d'un pays en guerre, en Israël, où l'éducation est aussi une arme pour appuyer le rayonnement du pays dans le monde. Et puis aux États-Unis, une vision très business développée par ces géants de l'Internet autour de l'éducation, qui ont bien compris qu'effectivement l'éducation était un marché de masse. Voilà, donc deux modèles très différents. Philippe Méraud, vous avez plutôt travaillé sur les Émirats arabes unis. Pour vous, quelle place le numérique occupe-t-il aux Émirats ? Écoutez, tous ceux qui sont passés par Dubaï, que ce soit en transit à l'aéroport ou qui ont mis les pieds aux Émirats, vous diront que le numérique, l'impression c'est que le numérique est à peu près partout. Et franchement, quand on regarde les usages, il y a rien à envier à ce qui peut se passer en France ou dans nos autres économies européennes. En fait, cette société aux Émirats se prépare à l'ère post-pétrole, et le numérique touche tous les champs de l'économie et de la société, et est perçu comme un catalyseur, un accélérateur de la transformation de cette société vers
cette société post-pétrole. Bien évidemment, l'éducation est aussi touchée par ce phénomène et le numérique est un catalyseur de la transformation de l'école aux Émirats aussi. Alors, merci Philippe Méraud. Marie-Caroline Missire, on va s'intéresser plus spécifiquement à Israël. Quel est leur modèle éducatif? Vous me parliez tout à l'heure de la place de l'armée qui est assez importante et comment justement bien le numérique quelle place tient le numérique dans ces écoles en Israël? Alors paradoxalement, le numérique est quand même pas extrêmement développé dans les écoles. Ça peut Pourtant, paraître paradoxal par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais le secteur de la tech bute sur les mêmes difficultés qu'en France, c'est-à-dire que oui, il y a des entrepreneurs, il y a des startups extrêmement innovantes, il y a une filière qui est bien représentée, mais ils ont des difficultés pour pénétrer le marché de l'éducation dans le pays. Et puis deuxième point, c'est un paradoxe aussi, Israël, le système, et notamment le système secondaire israélien, est très mal classé dans PISA, ce grand classement international fait par l'OCDE, qui classe les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE. Et donc il y a vraiment un hiatus entre le niveau du système primaire et secondaire en Israël et le niveau universitaire qui est vraiment excellent, notamment en maths et en sciences, avec une université comme le Technion qui a formé nombre de prix Nobel. Alors comment on explique ça? Les Israéliens se reposent pas mal sur l'armée, justement, pour former leur jeunesse, parce qu'il faut, vous savez que le service militaire est long en Israël et obligatoire pour l'ensemble de la jeunesse, il dure 3 ans. Donc en gros, on laisse les jeunes un petit peu tranquilles en termes d'exigence, parce qu'on sait qu'à 18 ans, ils vont partir sur des terrains de guerre. Ils vont vivre 3 ans dans des conditions extrêmement difficiles psychologiquement. Et du coup, la formation qu'ils reçoivent à l'armée est vraiment une formation qui va orienter toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont repérés très tôt, dès le début de l'adolescence, avec des tests d'aptitude que fait passer l'armée pour repérer les hauts potentiels futurs. Donc ces tests sont très prescriptifs pour la jeunesse israélienne. Ceux qui sont repérés comme des futurs leaders ou avec des compétences très élevées dans certains domaines, notamment scientifiques, vont être recrutés à des niveaux très hauts dès qu'ils feront l'armée. Et qu'est-ce qu'on demande à l'armée aussi? Enfin, qu'est-ce que produit l'armée aussi? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Elle met ces jeunes dans des situations de responsabilité très tôt, de prise de risque, d'assertivité. Il y a une grande culture de la confiance en soi en Israël, qui est aussi peut-être développée par l'armée, un rapport à la hiérarchie très direct. Et du coup, on va avoir des jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur avec cette expérience, beaucoup plus âgés que ce qu'on connaît nous en France. Ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ils ont 21, 22 ans. Et ils ont eu le temps, si j'ose dire, de réfléchir très très fortement à leur projet de vie et à leur projet professionnel. Donc vous avez effectivement une culture de l'entrepreneuriat qui très vite est très fortement, et de l'innovation. Donc je pourrais en parler encore longtemps, mais voilà les points qui m'ont vraiment étonnée. Ce hiatus entre le niveau du secondaire et le niveau du supérieur, et puis le rôle de l'armée comme un centre de formation des leaders du pays. Alors Philippe Méraud, merci beaucoup Marie-Caroline Missire pour vos éclairages. Philippe Méraud, vous avez accompagné les Émirats Arabes Unis dans la mise en œuvre d'une stratégie éducative numérique. Quelles en ont été les grandes étapes? Oui, alors effectivement, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans stratégie et en accompagnement de projets liés au numérique, et principalement dans l'éducation. Et on a eu l'opportunité et la chance d'accompagner pendant 4 ans un grand projet de transformation numérique aux Émirats Arabes Unis, le projet Mohamed Ben Rachid Smart Learning Programme, qui porte le nom du cheikh de Dubaï, et qui touche 6 des 7 Émirats, à peu près 100 000 élèves, 400 écoles et une vingtaine de milliers d'enseignants. Alors, Marie-Caroline a parlé tout à l'heure de vision et de place de l'éducation dans la vision nationale. Alors, on a eu aussi à faire ce travail-là. Le départ de tous les projets de ce type-là, c'est une injonction ou une intention politique d'amener le numérique à l'école. Et après, comment on fait? C'est là qu'on intervient et on commence bien souvent par réaliser ce qu'on appelle un document d'orientation stratégique qui permet de remettre en fait l'intention et de la traduire dans une vision stratégique.
avec une vision, des objectifs clairs, etc. La deuxième étape consiste ensuite à développer un plan de développement stratégique, c'est-à-dire décomposer tout le projet en différentes initiatives et en grands programmes, phaser, c'est-à-dire prévoir toute la trajectoire de mise en œuvre, budgéter, etc. Donc, tout ce travail-là, c'est créer les fondations avant la mise en œuvre du projet. Et enfin, la troisième étape va consister à préparer un plan de développement opérationnel, c'est-à-dire le plan détaillé qui va être le préalable à la mise en œuvre du projet. Et ensuite, nous sommes intervenus dans tout l'accompagnement de la mise en œuvre du projet et le pilotage du projet. Tout ça sur une période d'à peu près 4 ans, 4 ans, oui. Qui a mobilisé une vingtaine de consultants, pour certains, en très grande partie dans les avions entre l'Europe et Dubaï. Voilà. Alors, justement, comment on fait émerger un secteur numérique éducatif quand finalement on arrive sur un terrain neutre, si je puis dire? J'imagine qu'il y a des freins de langue, de la disponibilité des ressources. Alors là aussi, je vais faire écho à ce qu'a dit Marie-Caroline. Faire émerger une filière, c'est jamais simple, que ce soit à Dubaï ou ailleurs, ou à Paris par ailleurs. Même s'il y a des difficultés spécifiques qui vont être liées à la langue ou à la taille du marché national sur lequel les acteurs vont pouvoir se positionner, de manière générale, la question du développement d'une filière numérique pour l'éducation nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre de facteurs clés. Et en résumé, pour aller vite, d'abord, on a besoin d'une vision politique et d'une stratégie qui soit clairement exprimée. Le deuxième point, c'est qu'il faut des budgets et des investissements qui soient à la hauteur des enjeux et surtout qui soient soutenus dans la durée. Le troisième point, c'est que l'exécution et la mise en œuvre de cette stratégie soient d'une grande qualité. Et enfin, il faut bien évidemment qu'il y ait de la continuité dans les initiatives. On ne fait pas un plan pour un an et ensuite on fait autre chose. C'est à ces conditions-là que la filière peut se développer et s'organiser sur son marché national, qu'elle peut attirer des investisseurs. Marie-Caroline connaît aussi bien la problématique, financer sa R&D et puis continuer à innover. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle peut envisager de s'exporter et d'attaquer le marché mondial, qui est, on peut le dire, extrêmement concurrentiel pour tous les acteurs, et y compris les acteurs français. Oui, concernant ce pays, je crois qu'ils ont une vision jusqu'à 2020. Tout à fait. Vous, en préparant cette émission. Tout à fait. Et tous les plans d'action du gouvernement pour l'éducation, pour la santé, pour le transport, sont alignés sur cette vision, qu'ils sont en train d'ailleurs de revoir et de repositionner à l'horizon 2030. Alors, quel regard justement vous portez aujourd'hui sur l'école aux Émirats Arabes Unis par rapport à notre pays, toujours avec ce prisme du numérique aussi Alors c'est une question un peu difficile. Alors, bien évidemment, il y a les classements internationaux, mais je ne vais pas rentrer dans les comparaisons de tous ces différents classements. Ce qu'on peut dire, c'est que les modèles sont bien évidemment très différents. Il y a les écoles ne sont pas mixtes, par exemple, mais en même temps, on retrouve beaucoup de points communs dans les enjeux auxquels doit faire face le système éducatif, c'est-à-dire préparer les générations futures qui assureront le futur du développement du pays. Sur le sujet plus particulier du numérique, partout où on intervient, que ce soit aux Émirats, que ce soit en Tunisie ou encore sur des territoires en France, moi je suis frappé par certaines similitudes qu'on va retrouver. La question du numérique reste extrêmement complexe partout, et les décideurs ont un vrai challenge à la mise en œuvre de stratégies numériques sur le terrain. Et c'est ça, je crois, qui fait aussi tout l'intérêt de notre job finalement. Merci beaucoup Philippe Méraud. Marie-Caroline Missire, vous êtes aussi allée aux États-Unis. Vous nous parliez en introduction de la place des GAFAM dans l'éducation. Quelle est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment partie prenante du système éducatif américain? Oui, pour le coup, là, on peut le dire, quand on est allé chez Google dans le cadre des voyages, des Learning Expeditions que nous organisons à l'étudiant avec notre site EduPro qui est dédié aux professionnels de l'enseignement supérieur, on a vraiment on a été reçu par une équipe marketing, comme je disais tout à l'heure, extrêmement organisée, et mais c'était l'année dernière, qui développait toute une gamme d'outils destinés aux classes, notamment aux classes de primaire. La Google Class, voilà, des outils qui depuis qu'on a tous pu s'approprier depuis, puisqu'effectivement la puissance de diffusion et d'usage de ces innovations, notamment dans le secteur de l'éducation, est assez impressionnante. Moi, j'ai été aussi frappée de la vision que portait LinkedIn Éducation, un département moins connu de LinkedIn,
Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur ce réseau professionnel, vous voyez que on vous pousse en fait des informations sur des cours qui pourraient vous convenir. Et là, chez LinkedIn, c'est vraiment une volonté très forte de créer une plateforme de cours en ligne et de les pousser en fonction des compétences, des recherches des utilisateurs de LinkedIn. Donc vous voyez un petit peu la puissance de feu de ces modèles quand ils s'appliquent à l'éducation. Ce qui m'a un petit peu plus interrogée, c'est que, mais ça c'est peut-être un point de vue un peu plus personnel et très français, c'est que on a tendance en France, et je pense que c'est un atout de nos entrepreneurs français, d'avoir une approche politique de l'éducation. Ça s'explique pour des raisons historiques. Quand un entrepreneur en France se lance sur ce secteur, il a l'ambition, si je résume, d'améliorer la situation de l'éducation dans ce pays. Il a eu une expérience de l'éducation qui l'a peut-être déçu, il a vu un manque, il a vu quelque chose qui ne fonctionnait pas, et voilà, la vision participe de cette ambition. Évidemment, quand vous êtes avec des géants de l'Internet qui se lancent sur le secteur de l'éducation, c'est peut-être aussi parce que j'étais pas avec les interlocuteurs qui portaient cette vision, mais à part chez Coursera, vous savez, cette grande plateforme de cours en ligne où il y a vraiment cette vision de changer le monde avec l'éducation, on était plutôt dans une logique très très business, très efficace et avec une lecture d'un marché potentiellement énorme. Voilà, point. Même si on était au moment des élections américaines et qu'il y avait ce gap éducatif qui se posait très fortement. Voilà, il n'y avait pas de discours, en tout cas de vision sur comment on résout ce gap éducatif aux États-Unis avec la tech. Alors justement, on vient de parler des GAFAM. Philippe Méraud, est-ce qu'il est important de faire connaître les tech à l'étranger, de faire émerger une communauté d'acteurs français, cette fois-ci à l'international? Vous travaillez sur ce sujet. Comment vous faites pour faire émerger une communauté française? Oui, écoutez, c'est effectivement un sujet qui me tient très à cœur, et j'y travaille d'ailleurs pas tout seul, au sein d'une association qui regroupe les industriels du numérique pour l'éducation et la formation, la FINEF, dont je suis aussi le vice-président pour l'international. Alors je crois que la question n'est pas tant celle des GAFAM, parce que les GAFAM peuvent aussi apporter en fait des opportunités aux entreprises françaises du secteur des tech qui voudraient s'exporter. C'est pas non plus un problème qui est uniquement réduit à la question du développement de la filière, comme on en a parlé tout à l'heure. Je crois que plus globalement, ce qui est en jeu, c'est la place de la France et l'influence de la France, de l'éducation à la française dans le monde. Et à la FINEF, en fait, nous défendons l'idée que pour répondre à cet enjeu, il faut jouer collectif et réunir l'ensemble des acteurs dans des dynamiques de coordination. Pour être un petit peu caricatural, mais finalement pas tant que ça, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui tend à se passer aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir le ministère de l'Éducation nationale qui va avoir des relations de coopération bilatérale avec, disons, le Vietnam par exemple, que l'Agence française de développement, qui est un des bailleurs de fonds de progrès éducatif pour la France, va investir en Afrique subsaharienne, que le Business France, qui est l'agence qui aide les entreprises françaises à s'exporter, va s'intéresser à l'Amérique du Sud, et les industriels français vont s'occuper, du Maghreb de façon prioritaire. On voit bien que quand on y va comme ça, on a quand même assez peu de chances de réussir. Par contre, ce qu'on défend, c'est l'idée de rassembler les acteurs, de les coordonner, d'établir une feuille de route partagée, de fixer des priorités communes, d'échanger, de discuter. Et peut-être que là, si on y arrive à y aller ensemble, on sera plus efficace. Alors, à ce titre, les Anglais l'ont très très bien compris. Ils sont redoutables sur les marchés à l'international, extrêmement bien structurés, et ils jouent le collectif. Et je vous invite d'ailleurs, ainsi que tous vos auditeurs, à vous rendre en janvier prochain au BET à Londres, où vous pourrez constater la puissance et la vitalité de cette économie et cet écosystème des tech anglais. Le BET est un salon professionnel. Alors, c'est un salon professionnel de l'éducation numérique, le principal salon mondial du secteur. Et d'ailleurs, je voudrais aussi vous signaler que la France a depuis une dizaine d'années un stand collectif qui est la première illustration, on pourrait dire, de cette dynamique collective, puisque c'est un stand qui est organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette année, pour la première fois, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Business France qui en est l'opérateur, la FINEF qui est également partenaire et qui amène une quinzaine d'entreprises à exposer avec tout un accompagnement pour être plus efficace. Voilà, c'est un peu cet esprit collectif qu'on essaye de créer.
On a pu le faire à l'échelle d'un salon. Ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'on arrive à le faire dans une dynamique d'export plus structurée. Eh bien, merci à vous deux d'être intervenus dans cette émission. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve à 11h30. Nous parlerons du handicap et du numérique. À tout à l'heure. Et merci à nos deux invités, Philippe Méraud et Marie-Caroline Missire. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Regard croisé. Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain ?